Bonjour et bienvenue à notre LinkedIn Live. Aujourd'hui, pour Prométhée Consultant, le sujet du jour est l'état du marché, l'IA dans le monde du service et notre vision de l'avenir du service client. On va juste donner quelques petites secondes avant de démarrer pour qu'on puisse laisser la chance à tout le monde de se connecter. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour ce LinkedIn Live. Il va se faire plus du style format, on va dire, webinaire aujourd'hui. On va avoir un 45 minutes devant nous. Sentez-vous à l'aise d'écrire dans la conversation sur LinkedIn. Vous pouvez utiliser le canal de l'événement dans le chat, ajouter vos questions, vos commentaires. Ils sont tous le bienvenu. On va essayer de voir si je peux avoir un peu de temps à la fin pour y répondre, mais si jamais il manque de temps et je n'arrive pas à répondre, soyez assurés que je vais vous revenir soit par écrit sur LinkedIn ou je vais vous recontacter. Pas de souci. Alors, comme j'ai dit, 45 minutes devant nous, beaucoup de contenu à parcourir, des choses très excitantes. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Et je propose qu'on se lance tout de suite dans le contenu. Si vous êtes présent en direct, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat sur LinkedIn. Si vous regardez cette LinkedIn Live en différé, parce que il va être encore disponible, il est enregistré actuellement et il va être disponible pour le regarder et le reconsulter à d'autres moments. Si vous avez vous êtes inscrit à l'événement, mais vous pouvez aussi ajouter vos commentaires, puis je vais m'assurer qu'on garde un œil sur vos questions et vos commentaires pour être capable de les adresser. Alors, sans tarder, on est là aujourd'hui, comme j'ai mentionné, pour parler de l'état de marché. Qui suis-je? Pourquoi je viens vous parler un petit peu de ça aujourd'hui? Mais je suis la cofondatrice et la directrice de l'équipe de gestion et excellence de service chez Prométhée Consultant. Ça fait 6 ans, on a fondé Prométhée. Puis la raison d'être de Prométhée, pourquoi qu'on est là, pourquoi que tout ça est intéressant pour nous, mais on dessert les équipes de les organisations, excuse-moi, de conseil. On dessert des organisations dans une volet de conseil pour être capable de les supporter dans leur transformation. Et l'IA, c'est un sujet qui est super important pour nous à ce sujet. Alors, notre raison d'être, vraiment, on appuie la transformation de l'expérience client, surtout dans les secteurs réglementés. On est des experts des technologies, des résultats. C'est ça qu'on aime à la fin de la journée. Notre objectif principal, c'est de vraiment simplifier l'accès aux technologies d'avant-garde et vraiment les experts qui sont dans ces domaines-là avec un objectif de délivrer les résultats, de réduire les risques. Puis aussi, on vise à transformer l'expérience client avec l'IA dans ces différents secteurs. Alors, quand on dit tout ça, on va parler beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, comment elle est en train de transformer la relation client, le service client. Puis, on va s'attarder à des sujets assez importants. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'évolution du marché? Puis qu'est-ce qu'on voit, nous, comme position en termes de changement de service? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos équipes? Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour le marché plus globalement? J'ai juste un petit souci de technique que mon ordinateur ne souhaite pas avancer. Bon, donne-moi juste un petit instant. Toujours le fun dans le live. On y va. Alors, l'intelligence artificielle, pourquoi c'est important? On entend parler tout bord, tout côté. C'est le sujet du jour. J'imagine c'est ça qui a aussi attiré un peu votre intérêt aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que c'est important? Quand on en parle, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a souvent deux discours qui se tiennent. La première discours que j'entends puis que c'est super intéressant, c'est
ben, l'intelligence artificielle, ça va nous aider, ça va nous épauler, ça va vraiment transformer, il y a juste du bonheur, ça va enlever toutes les tâches qu'on souhaite pas avoir, puis c'est ça qui va faire que ça va être vraiment intéressant, ça va être un outil, ça va être notre appui. Il y a un camp qui parle de ça. Le discours opposé, puis je dis opposé intentionnellement, c'est parce que c'est effectivement le constat. Le discours opposé, c'est que l'intelligence artificielle, il va couper tous les emplois, il va même aller jusqu'à, ben, on va être moins intelligente, on va perdre l'autonomie, on va perdre le contrôle, il va prendre le contrôle. Alors, je pense que les images les résument bien. Puis qu'est-ce que j'ai toujours comme compris dans ça, puis qu'est-ce que je vois de plus en plus, c'est quand on se retrouve dans ce discours-là, dans un camp ou dans l'autre camp, ben la discussion arrête d'avancer et on reste pris. Dans le fond, ça garde les gens figés, puis on tourne dans les mêmes conversations, puis c'est le même discours, ça avance juste pas. Alors, il faut sortir de ça et vraiment switcher la conversation. Puis pourquoi je sais ça? Pourquoi que je crois ça? Puis je peux confirmer que ça marche. Et c'était moi. J'étais dans ces camps-là. Puis je jonglais des fois entre les deux à différents moments de vie, de carrière. Mais c'est ça, il y a moi, 18 mois, et quand je discutais avec des gens sur le sujet de l'intelligence artificielle, je tenais le discours de ouais, peut-être un jour, ça serait bien. Peut-être un jour, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Ben, il y a encore un petit bout à faire avant qu'il me prouve qu'il va être capable. Puis, dans notre marché ici, surtout au Québec, je tenais vraiment aussi à, mais ça va prendre un petit moment avant qu'il soit capable de le faire en français, surtout. Alors, tout ça pour dire que j'étais dans ce camp-là. Et quand j'ai réalisé ça et en discutant avec Guillaume, notre président puis cofondateur. Alors, qu'est-ce que je constatais, c'est que on tenait pas toujours le même discours. Puis j'avais un décalage. Alors, je me suis un peu sortie de cette mentalité. Puis avec Guillaume et Prométhée et nos équipes, on a commencé à regarder, ben qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça va vraiment faire, l'intelligence artificielle? Comment ça va nous aider à vraiment transformer? Puis on a commencé à réfléchir, OK, mais qu'est-ce qu'on veut faire comme organisation? Comment on veut épauler nos clients? Parce que nos clients venaient avec les demandes de comment qu'ils veulent faire de l'intelligence artificielle, c'est quoi leur meilleur code d'usage, est-ce que je devrais faire, comment je vais faire fonctionner mon chatbot. C'est des demandes qu'on recevait, puis on voulait prendre une meilleure position. Alors, on s'est comme mis à réfléchir, l'idéation, si on pouvait avoir n'importe quoi, si l'intelligence artificielle pouvait faire n'importe quoi pour transformer la relation client, c'est quoi qui ferait? C'est quoi qui ferait? Puis on faisait ça pour nous se projeter puis propulser, mais pour nos clients, pour essayer de les aider à se projeter et à se propulser. Alors, on a passé du temps, on a commencé à discuter avec des partenaires, on a créé un projet. Puis dans ces objectifs-là, mais une des choses qu'on a réalisé, c'est qu'il faut sortir de notre marché ici. Il faut sortir de notre quotidien. Il faut sortir de qu'est-ce qu'on connaît puis qu'est-ce qu'on a déjà expérimenté. Et ça, ben, on est parti à l'étranger. On est allé à Londres, on est allé à un centre de contact, un expo de centre de contact, de leur relation client, expérience client en Europe pour essayer de voir, mais c'est quoi qui se fait ailleurs? Puis je veux dire que c'était assez intéressant. Puis ça, c'était un premier pas. Puis tout récemment, si vous nous suivez sur LinkedIn, mais vous allez savoir, mais on a participé à d'autres événements et dont tout récemment, le plus gros regroupement à Las Vegas des centres de contact et de l'expérience client, où est-ce qu'on a pu discuter avec les leaders de l'industrie de c'est quoi qui se passe chez eux et voir le pas. Puis entre Londres et Vegas, j'ose dire, il y avait 9 mois. OK? Puis garde ça en tête parce que je vais y revenir plus tard. Puis ça va être assez hallucinant quand on voit l'évolution en 9 mois. Alors, j'y vais à Londres, je regarde, puis je rentre dans la salle, puis tout
tout ça pour dire que ça m'a comme tout de suite illuminé qu'il y a des choses qui changent, c'est totalement différent. Hem, tout qu'est-ce qu'on réfléchissait, tout qu'est-ce qu'on imaginait dans l'organisation, ben, il était déjà pas juste en train de se construire, qui était déjà présent dans des organisations. Alors, toutes les idées qu'on avait énumérées, avec l'assurance qualité, avec l'analytique, avec des robots conversationnels, nous, on pensait en termes de clavardage, on était juste ailleurs. Ces cas pratiques qu'on imaginait de qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous, mais ils fonctionnaient déjà pour des organisations. Et c'est là qu'on a commencé à voir mais le gap entre le Canada et le gap à l'étranger est assez important. C'est pas juste des rêves, c'est pas juste de si on peut, puis on n'est pas dans des preuves de concept, c'était actuellement en application dans des organisations. Alors, tout ça nous a amené à repenser et à repositionner la mission. Puis notre mission, maintenant, c'est créer aujourd'hui le futur de service et d'où pourquoi on parle aujourd'hui du futur de service puis l'état du marché. Alors, le service de demain va ressembler à quoi? Puis quand je parle de service, c'est assez large. Puis si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas, vous allez l'apprendre. Parler de service sans parler d'un des fameux modèles dans l'industrie qui est Walt Disney, mais ça serait comme impossible pour moi de ne pas parler de Walt Disney en parlant de service. Parce que si on prend vraiment un chef de file comme un des leaders dans l'industrie inspirante, ben, Disney, ils l'ont sur la coche en termes de c'est quoi un service personnalisé à l'échelle. Puis quand je discute avec des gens par le passé, tout le monde dit ouais, Disney, c'est fantastique, mais dans ma réalité, on n'a pas le budget, on n'a pas les systèmes, on n'a pas l'audience qui est pour le Disney. Alors, il y avait comme un genre de décalage. Mais tout le monde est d'accord que le service que Disney est capable de délivrer, cette personnalisation, cet état d'esprit qui est habité par les personnes qui travaillent là-bas, puis qui se chargent de créer des expériences, ben c'est hors norme. Et mais c'est à ça que les gens, ben, ils aimeraient aspirer à. Alors, comment on fait ça à l'intérieur des organisations? Une des choses qu'on commence à voir dans l'arrivée de l'IA, bien, peut-être que cette capacité de livrer l'expérience personnalisée comme ça, peut-être c'est plus atteignable qu'on aurait pensé, d'être capable de le faire à l'échelle de Disney. Mais quand on parle de service, puis l'esprit d'être capable de faire la personnalisation, d'être capable de augmenter le standard de service, c'est vraiment Disney comme modèle dans juste leur manière d'être et de vivre la posture de service au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec dans cette vision de service, c'est que ben, on va arriver à un moment où est-ce qu'on va être capable de finalement atterrir le promesse des CRM il y a 20 ans de personnalisation à l'échelle. Avec l'appui de l'intelligence artificielle pour épauler et vraiment ben, prendre tous les morceaux de qu'est-ce qui sont requis dans la personnalisation à l'échelle euh, de l'humain, puis de le faire d'une manière autonome. Les humains, on est super sur plein de choses dans l'empathie, dans la connexion, dans la discussion. Mais il y a des trucs qu'on fait moins bien, puis c'est toutes des choses qui sont super importantes pour être capable de créer qu'est-ce qu'on s'attend dans la personnalisation. Alors, l'humain, dans le service du futur, il va garder sa place. Il va avoir une place assez importante dans la conversation. Mais on se cacherait pas, ça va changer, ça va devoir changer. Et dans cette transformation, bien, la place des gens dans nos équipes va être à repenser. Puis on va y arriver un petit peu plus tard. Alors, dans le futur, qu'est-ce qu'on voit comme le futur de service, puis comment ça va se vivre? Bien, on va définir ça comme on cherche à créer des expériences personnalisées, puis on va utiliser l'intelligence artificielle pour le propulser. Puis à quoi ça ressemble quand je dis on va l'utiliser pour propulser? Alors, au début, on va commencer par le client qui appelle. Dans le futur, l'intelligence artificielle, il va être le prise numéro 1 de l'appel. Alors, il va prendre en charge dès son point de départ l'entièreté, 100% des interactions.
basé sur la conversation et le besoin du client, bien, il va être capable de faire le tri et de savoir est-ce que ce besoin-là a besoin d'aller à un agent, comme on peut voir le parcours en bas, pour arriver avec un client satisfait, dépendamment de la demande, ou est-ce que, basé sur la demande, il va être capable de poursuivre d'une manière autonome toute la conversation pour arriver avec un client satisfait sans avoir eu aucun délai d'attente via nos différentes arborescences qui peuvent exister. Alors, si on imagine que c'est ça, faut commencer à se conceptualiser que les choses vont changer d'une manière assez drastique. Puis, qu'est-ce qu'on voit soit dans des organisations qui ont déjà déployé ou dans l'avancement et l'évolution de services dans les centres de contact, mais que l'IA soit la première point de prise en charge, ça va amener des choses à réfléchir, puis de comment que le travail va devoir se structurer, à quel pourcentage. Là, ça va varier. Ça va varier dans l'industrie de quel pourcentage de mes appels vont être capables d'être pris totalement de manière autonome en charge par l'IA. Mais on pourrait quand même s'attendre que ça peut aller jusqu'à du 50-60% des interactions prises en charge. Alors, c'est comme du libre service qu'on a décidé de déployer dans nos transformations numériques depuis 10, 15, 20 ans, sur stéroïdes, d'une totalement manière différente de le conceptualiser. Ça va amener des questions assez importantes. Pourquoi je crois, pourquoi nous on croit chez Prométhée que c'est ça qui va se réaliser, mais c'est par l'adoption puis la mise en place déjà dans l'organisation de différentes technologies en intelligence artificielle qui commencent déjà à faire cette transformation. Premièrement, ce modèle-là est déjà existant. Alors, si vous n'avez pas entendu encore parler de les agents conversationnels de voix, tapez dans Copilot, ChatGPT, Google si ça vous tente, mais c'est vers ça que ça se tend. Puis juste pour la petite histoire, quand j'ai été à Londres il y a 9 mois, toutes les conversations se tournaient autour de l'arrivée de l'IA agentique. Et on était quand même encore beaucoup dans les conversations de clavardage, puis de l'utilisation de l'IA dans l'analytique et des trucs comme ça. À Las Vegas, le mois dernier, le posture a totalement changé. Alors, les conversations se tournent tout autour de l'IA vocale, de voix, dans les robots conversationnels de voix. Puis, tellement que quand tu poses la question, OK, mais est-ce qu'on peut faire le clavardage aussi? C'est un acquis, c'est même pas assez de date dans l'industrie quand on sort de nos marchés ici canadiens, puis on voit qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Le marché a bougé assez rapidement juste à l'intérieur de ces 9 derniers mois. Alors, pourquoi que nous, on voit ça? Mais je vais vous parler de 3 différents mouvements en termes de technologie qu'on voit dans les organisations aujourd'hui qui sont déjà en place, qui sont déjà existants et qui vont aider à épauler et à supporter cette vision qui est à l'écran. La première, c'est tout ce qui est l'analytique conversationnelle. Alors, la capacité pour l'IA aujourd'hui de connecter sur l'ensemble de vos interactions, ça veut dire 100% de vos interactions, pas juste la voix, la clavardage avec un agent, la clavardage autonome avec un autre robot, la surveillance robotique de vos agents conversationnels aussi. C'est vraiment l'analytique à l'échelle de l'ensemble de tous vos interactions, presque en temps réel. Qui est capable de faire, ou bien évidemment, l'assurance qualité sur l'ensemble de ces différentes interactions, mais qui est capable aussi de mesurer, dépendamment de la technologie, le ton qui est utilisé. Puis pour ceux qui se connaissent dans le service client, le ton étant un métrique et un outil super important pour comment créer et engager la conversation, c'en est un. Mais ça, c'est aussi l'intention, l'empathie, les petits soupirs, les petits commentaires, ils captent tout pour être capable de à la fois dénoter, mais
l'effort du client, son impatience, du CSAT à l'échelle, c'est tous des éléments qu'il est déjà capable de faire. Alors, il est capable de le faire, il est capable de le faire en anglais, il est capable de le faire en français, il est capable de le faire on peut parler de plusieurs langues. C'est vraiment, c'est plus juste une idée. Est-ce que je pourrais avoir mon assurance qualité faite comme ça? C'est le cas. C'est fait, c'est en pratique, c'est utilisé dans plein d'organisations aujourd'hui. Puis la puissance de cette analytique est assez impressionnante, qui donne vraiment toute la notion, alors d'avoir vraiment comme ton doigt sur le pouls de ton organisation presque en temps réel. Et ça, c'est sans parler de qu'est-ce qu'il pourrait faire pour supporter, mais s'il est toujours en train d'écouter, qu'est-ce qu'il pourrait donner comme insight dans la conversation en termes de support agent. Ça, c'est une toute autre histoire, mais il est capable de faire ça aussi. Alors, dans un monde où est-ce que l'information, la différenciation, puis que de plus en plus de personnes vont avoir cet outil en place pour être capable de s'améliorer, de se différencier, parce qu'il est vraiment à l'écoute de ses clients. Voice of the customer, c'est comme du vrai voice of the customer, 100% des interactions. Alors, ça donne cette perspective de l'échelle qui est capable d'avoir. Alors ça, c'est la première mouvement en termes de technologie qu'on voit qui a fait un pas géant et qui a un impact géant. D'ailleurs, je connais pas de projet aujourd'hui qui ne devrait pas commencer par ça, parce que toute la compréhension des défis dans vos organisations, puis des défis que vos clients vivent, puis vos équipes vivent, je ne sais pas comment on peut se priver de cette information. Le deuxième, à notre boule de cristal. Alors ici, je vais parler un petit peu de tout ce qui est les robots conversationnels. Alors des robots qui sont capables d'interagir et de démontrer de l'empathie, de même blaguer avec vos clients. Si c'est votre souhait, parce qu'ils sont toutes personnalisés et personnalisables, je devrais dire. Alors, c'est la capacité de faire des appels, de prendre des appels entrants. C'est la capacité de faire des appels sortants, tout via le robot conversationnel. Alors, on n'est plus dans juste la clavardage, on est dans les conversations de voix où est-ce que l'agent prend en charge, oriente le client, effectue des transactions. On le voit dans des cas d'usage, dans l'assurance, on voit dans des cas d'usage d'investissement, on voit dans des cas d'usage aujourd'hui, ben oui, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est achat en ligne, le support aux clientèles, des suivis de paquets, c'est en place, en pratique. Puis pour dire comment que ça s'est évolué tellement rapidement, en termes de tests, j'étais capable de piloter mon propre robot conversationnel pour Prométhée. Grâce à l'intérieur de 5 minutes, j'ai comme conçu mon petit robot, plugué sur ma page web et j'étais capable d'avoir un numéro de téléphone. Je l'ai parlé avec l'agent puis il m'a donné plein d'informations sur Prométhée. J'étais éblouie. Alors, évidemment, c'était en mode de test pilote, mais juste pour vous donner une idée de la technologie est rendue où, qu'est-ce qu'on est capable de faire, ça a pris 5 minutes. Puis j'étais capable d'avoir un robot conversationnel qui a pu m'épauler sur ce volet-là. Alors, c'est quoi les questions qui viennent quand on se dit des choses comme ça? C'est quoi les questions qu'on devrait commencer à se poser dans nos organisations? La troisième technologie qu'on voit ici, c'est toute la transformation dans l'utilisation de la base de connaissances, on peut dire du copilote, parce que j'ai eu la chance d'aller dans des voyages récemment au bureau chef de Microsoft ici à Toronto, au Canada. Puis de voir l'avenue, mais sont pas les seuls. Il y a d'autres organisations qui sont en train de faire ce mouvement aussi. Mais le futur de tout ce qu'on comprend de la manière que l'agent consomme de l'information, comment qu'il transige, comment qu'il il travaille dans sa conversation aujourd'hui quand il est avec vos clients est appelé à évoluer aussi. Parce que dans le futur, les robots conversationnels vont prendre une bonne partie de la conversation. L'IA analytique va être capable de surveiller, de donner le pouls de comment ça se passe avec vos clients. Mais ici,
qu'est-ce qui va épauler les agents? C'est vraiment l'arrivée de changements de tout ce qu'on connaît de nos systèmes de CCaaS aujourd'hui. Si vous avez écouté la conversation ou vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles, je pense que c'est un des dirigeants de Microsoft qui s'est prononcé CCaaS is dead. Pas sûr s'il est mort, mais c'est clair que ça amène des questions assez importantes dans son évolution. Parce que le futur ici de qu'est-ce qu'on voit dans des organisations qui sont intensivement positionnées dans l'utilisation de l'IA, c'est une transformation fondamentale de comment qu'on imagine les systèmes que les agents utilisent pour répondre à des appels, la manière qu'ils travaillent avec nos CRM d'aujourd'hui, la manière qu'ils dirigent puis organisent, donnent accès à des bases de connaissances. Tout ça est en évolution d'une manière assez importante. Où est-ce qu'on va voir le pas d'avant qu'on voit ici, c'est l'agent va plus interagir avec des gens de copilote. Il va avoir à poser des questions, il va avoir à consommer de l'information que le genre de copilote va lui nourrir parce qu'il écoute en même temps le client. Alors, il propose des articles, il propose des résolutions. Il est en train dans le fond, l'agent, il va devoir être un consommateur presque en termes d'information, d'être capable de le relire et interagir, poser des questions, formuler des questions. Des experts de prompt, c'est vers ça que le futur de l'agent dans son interaction s'en va, basé sur qu'est-ce qu'on voit avec le mouvement dans l'industrie. Alors, l'agent du futur, son travail va shifter d'une manière assez importante. On a besoin des systèmes en arrière-plan. On a besoin toujours du CRM en arrière-plan pour héberger tout ce qui est l'information. Mais la manière qu'il est consulté, on a l'agent du futur, il va juste simplement connecter puis il va principalement agir avec son robot conversationnel pour supporter le client à l'intérieur de ça. Puis tous les commandes, tous les recherches d'informations, ils vont passer par ces commandes-là. Alors, c'est un mouvement assez important. Alors, je pense que ça commence à donner une idée de où est-ce qu'on s'en va. On voit le monde de service en train d'évoluer, puis comment ça va être capable de nous aider, bien sûr, à réduire des coûts, puis avoir un impact assez important. Mais quand on prend ce regard-là, puis on dit, ben OK, le monde de service est en évolution majeure. Alors, l'intelligence artificielle vient supporter ça d'une manière assez importante. Puis le constat principal, c'est au Canada, on est en retard. Et quand j'en parle avec des organisations, typiquement, je ne sais pas si vous le savez, mais typiquement, le Canada, dans l'adoption technologique, est en retard d'environ 2 ans. C'est important ça parce que 2 ans, à la vitesse que l'évolution est en train de bouger, on voit dans l'industrie qu'à chaque trimestre, il y a des mouvements assez importants, il y a des progrès assez importants, puis il y a de l'apprentissage assez important. Alors, si on dit que ça bouge de cette manière-là à chaque trimestre, puis nous, on est 2 ans en retard, faut se poser la question du gap qu'on est en train de créer, puis les risques qu'on est en train de générer. Puis on va en parler un petit peu des risques. Alors, quand on regarde ça, puis on dit, OK, mais le promesse de l'intelligence artificielle, ça semble tout beau. Puis je vous confirme, je suis pas dans notre camp de Jarvis quand je vous dis ça, le rêve de ça va être beau. C'est concrètement, il est déjà beau. Il est déjà en application. Alors, on peut parler de cas d'usage, de projets réussis, déployés en organisation. C'est pas des rêves de ça pourrait faire ça. Il est déjà en train de faire ça. Alors, évidemment, avec tout ce que vous avez vu et ce que je vous avais partagé jusqu'à date, on parle de réduction de coûts massive, la rétention, de la fidélisation des clients, parce que si on peut hypothéser qu'il n'y a plus d'attente, parce qu'on n'a plus besoin d'attendre un agent forcément à chaque fois, la rapidité de réponse, la satisfaction de clients, évidemment des bonnes réponses pour nos clients,
ça va avoir un impact assez important. L'augmentation des revenus, j'en ai pas parlé tantôt quand j'en parlais, mais juste pour une petite histoire, je vais aller rapide parce que je vois le temps filer puis ça va vite. Mais quand je parlais des robots conversationnels, j'ai parlé des appels entrants, j'ai parlé des appels sortants, mais j'ai pas parlé du fait que l'agent conversationnel est même capable de proposer des éléments de OK, est-ce que vous voulez avoir un forfait complémentaire? Il voit des opportunités. Selon les codes d'usage qu'on peut programmer, vous pouvez même programmer d'aller à faire la proposition en termes de vente croisée et du upsell, cross-sell. C'est vraiment illimité. On a des organisations qu'on a vues avec un exemple de cas intéressant. L'hôtel fait la réservation d'hôtel, propose des chambres, propose même du surclassement dans du chambre, fait la transaction et par après, il revient puis il propose au client, mais si vous êtes en ville, est-ce que vous voulez que je vous propose un tournée, un musée, une réservation de restaurant parce que vous êtes en ville? Alors, le robot conversationnel, il n'y a pas le défi de est-ce que le client est-ce que je pense que le client est pressé? Est-ce que je me sens confortable? Est-ce que j'ai eu une bonne appel précédemment? Le robot va le proposer à chaque fois. Alors, juste en termes d'augmentation de revenus de vente qui est possible, c'est assez intéressant aussi. Le meilleur engagement des employés. Alors, le travail, comme on a vu, mais si la conversation shift, quand j'en parle avec des collègues dans l'industrie et dans des dirigeants d'organisations, une des premières questions qui me dit, c'est qu'est-ce qui va arriver avec mes gens? Si le robot conversationnel prend une bonne partie de mes interactions, qu'est-ce qui va arriver avec mes gens? Leur travail va devoir changer. Le travail va se transformer. Alors, tout ce qui est aujourd'hui, la manière qu'ils interagissent, le travail qu'ils font, on va devoir le repenser dans les organisations. Mais c'est pas juste le travail des agents. Ils vont se retrouver avec du travail qui va demeurer quand même du travail le plus complexe, le travail le plus challengeant, qui peut être aussi du travail très valorisant. Mais c'est pas juste à eux qu'on doit réfléchir. On doit réfléchir aussi, mais c'est ça, les agents, mais les équipes opérationnelles, les structures des équipes, les compétences qui sont requises, les postes qu'on a besoin, le travail de nos exécutifs et de nos dirigeants, ben, c'est sur quoi qu'ils vont se baser? C'est quoi les décisions qu'ils doivent prendre? C'est comment qu'ils doivent projeter? Si la technologie bouge à chaque trimestre, comment ça va se faire? Puis nos équipes technologiques, comment ils vont travailler avec toutes ces technologies, puis ils vont intégrer tous ces nouvelles morceaux. En termes d'architecture, il y a beaucoup de questions à se poser pour toutes nos organisations. C'est un moment quand même assez excitant je trouve, dans l'industrie et dans cette ère. Puis quand on parle de l'industrie, là, je vous ai parlé beaucoup de vos organisations, mais si on prend un pas de recul puis on se imagine dans l'industrie, à quoi ça peut ressembler, puis c'est les grandes questions qu'on devrait se poser. Mais tout ce qui est en termes de fournisseurs technologiques, j'en ai parlé des systèmes de CCAS, comment qu'ils vont se positionner, puis ils vont évoluer avec ces tendances, comment qu'ils vont garder pace avec comme l'industrie et des startups et des gens des petites compagnies IA qui montent rapidement et capables de se bouger d'une manière beaucoup plus agile parce qu'ils n'ont pas l'historique et le taille de façon de faire passer. C'est une question importante à se poser aujourd'hui. On est arrivé à un espace où est-ce qu'on a parlé depuis les dernières années beaucoup de le virage vers l'info nuagique, du software as a service. On est encore dans un grand mouvement. La question aussi sur tout ce qui est notre industrie de BPO, la sous-traitance à l'extérieur, à l'étranger. Mais si j'ai un robot conversationnel qui peut prendre en charge beaucoup de mes interactions, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va être encore moins cher? Puis dans les ROI qu'on fait en ce moment et qu'on supporte dans les projets de déploiement, c'est souvent beaucoup moins cher d'avoir le robot conversationnel versus une équipe en termes d'utilisation du BPO. Les intégrateurs, la transformation aussi, parce que l'utilisation des systèmes, si c'est un agent qui prend en charge, un agent virtuel
conversationnel qui prend en charge des conversations? Est-ce que j'ai besoin d'autant de licences? Est-ce que c'est quoi l'intégration qui va être requis demain? Tout ça est appelé à évoluer. Puis même des firmes comme la nôtre, en termes de services conseils, mais on doit évoluer aussi parce qu'il y a des nouveaux besoins, d'expériences de projet, des feuilles de route, des modèles de travail pour supporter ce genre de projet et être capable de le délivrer, ce service d'une nouvelle manière, est appelé à évoluer ici. Puis si on reste penché dans les anciennes façons de faire puis de conseiller sur les trucs actuels, on serait en retard du marché. Une chose est certaine, c'est beaucoup d'informations. Puis une chose que je veux juste qu'on se rappelle, nous, on peut peut-être dire, OK, mais je vais attendre, je vais voir comment ça se place chaque trimestre, je vais attendre 6 mois, puis on verra qu'est-ce que ça va faire. Je vous dirais que ça serait un piège à éviter. Parce que qui va pas attendre? Mais c'est nos clients. Les clients vont pas attendre. Puis comme qu'on a vu un shift dans l'industrie, peut-être il y a 10 ans, quand genre Amazon est arrivé sur le marché, puis les gens, par le passé, ils considéraient beaucoup, ils comparaient, OK, je vais comparer à l'intérieur d'une même industrie. Concessionnaire, je vais comparer comme concessionnaire. Restaurant comme restaurant, comme tous mes industries, je l'ai gardé, je comparais à l'intérieur du même industrie. Quand Amazon puis des services similaires est arrivé sur le marché, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que l'attente du client a bougé d'une manière assez importante. Il comparait plus avec son restaurant et maintenant il comparait avec un restaurant Amazon. Le service, la rapidité, l'efficacité, bien, des gens ont arrêté de se comparer à l'intérieur de cette industrie. Je compare maintenant à travers toutes les industries. Avec l'arrivée de l'IA, ben, ils vont commencer à se comparer à la rapidité de réponse, le service avec l'IA versus pas. Et si on s'attarde à ça, puis on attend que les clients, eux, ils vont pas attendre. Leurs attentes vont juste continuer à bouger. Appeler quelque part et être répondu immédiatement versus devoir attendre parce que l'organisation n'a pas encore adopté l'IA. Où est-ce que tu penses que les clients vont y aller, finalement? Alors, ça amène une image que je pense parle pour lui-même. Ça peut amener ça comme questionnement. Alors, est-ce que on veut être des blockbusters de ce monde ou est-ce qu'on veut déjà commencer à bouger et tomber en action? La bonne nouvelle, c'est que parce que ces cas d'usage, même si le Canada est en retard, puis on peut tirer profit de ça. Je vais spinner ça pour tirer avantage, puis on va aller plus dans un aspect un peu plus positif ici. On peut s'inspirer des frameworks, des démarches qui fonctionnent déjà dans les projets d'intelligence artificielle. Parce que malgré ces cas que je vous ai partagés qui sont déjà en déploiement puis qui sont déjà en adoption, pour les compagnies qui partent des projets en IA, il y a 80% qui échouent encore. Je ne sais pas si vous avez entendu ce données-là, mais ça m'a frappé. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ceux que ça marche? Okay? C'est quoi? Comment ils fonctionnent? Puis, on va focuser sur ce 20% qui fonctionne. Puis, c'est quoi qu'on voit dans le structure de travail? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça fonctionne? Alors, je vais vous parler un petit peu du métaux, puis après ça, je vais vous parler des conditions de succès qu'on voit aussi. La première étape, c'est vraiment d'enlever les limites. Faut sortir de notre quotidien, faut sortir de notre marché, faut vraiment se projeter puis commencer à imaginer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que j'aurais besoin, qu'est-ce qu'on veut faire comme organisation, puis enlever les limites, puis les croyances, sortir du discours c'est bon, c'est pas bon, juste projeter dans des cas, aller expérimenter et voir qu'est-ce qui est en train de se faire. Ça peut être par du brainstorming, des ateliers de laboratoire d'innovation, n'importe quoi sort de ça. Va chercher de l'aide aussi. Oui, on peut vous aider, mais il y a plein de personnes qui peuvent vous aider aussi sur le marché. Sors de votre quotidien, va chercher de l'aide, amenez des gens qui vont vous aider à imaginer qu'est-ce qui est vraiment possible, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Après ça, on peut, prochaine étape, c'est on parle de prioriser qu'est-ce qui est le plus d'impact. On peut faire plein de choses, mais se lancer dans plein de directions différentes,
ça va pas aider. Faut que ça soit focus. Faut que ça soit vraiment focus. Puis, va chercher vos données. Va regarder qu'est-ce qui a le plus d'impact. Regarde qu'est-ce qui va avoir un gros win. Ça va aller chercher le buy-in de vos équipes, de vos agents, de vos clients. Puis, ça va déjà démontrer des résultats. Soyez sélectif, choisis un cas d'usage, commence avec un, puis je dis ça, puis j'ai toujours une petite crainte parce que quand on parle de proof of concept, c'est beaucoup de gens se lancent dans des proof of concept qui échouent, puis ça commence à briser la confiance dans le succès des projets d'IA. 80% qui ne marchent pas. Alors, soyez vraiment sélectif, allez avec quelque chose qui va avoir de l'impact, mais que vous savez qu'il pourrait avoir un bel fonctionnement tout de suite. Préparez votre environnement technologiquement, vos équipes, vos gestionnaires. C'est un réflexion important à avoir ici de c'est quoi que j'ai besoin pour les préparer. Et c'est pour ça que si vous commencez avec un code d'usage qui est peut-être un peu plus, un peu moins direct, ça peut être intéressant parce que ça peut avoir un impact plus petit. Puis après ça, il faut le mesurer. Il faut comme garder, voir qu'est-ce qui est en train de se passer et le célébrer. Il faut créer des histoires à succès, il faut créer de l'engouement, il faut créer la confiance dans les organisations. Et c'est ça qu'on voit que dans les projets qui a du succès, c'est la démarche qui déploie, qui a beaucoup de succès et qui fonctionne dans leurs utilisations. C'est quoi les conditions de succès qu'ils ont en place? Oups, une petite coquille, excusez-moi. Alors, une des choses qui est certaine, c'est que il y a une seule source de vérité. Quand on parle de base de connaissances, qu'on parle que Copilot va nourrir les agents, mais ça prend une seule source de vérité. La manière que l'information est insérée doit être consommée de la même manière. Il y a une méthode juste pour la maintien de base de connaissances. Je peux vous en parler, ça c'est un webinaire en soi. On en jasera. La donnée est reine ici, la donnée, c'est important d'avoir l'information, la donnée, oui, numéro, mais on parle de juste l'information, l'intelligence de qu'est-ce qui est important pour nos clients et nos agents, c'est super important. Alors, il faut se baser sur la donnée, il faut être capable de suivre la donnée. Qu'est-ce qui est aussi, en termes de conditions de succès, la volonté de changer. Il doit avoir un réel volonté dans l'équipe, dans l'organisation, de porter ce changement-là, puis de se lancer dans cette transformation. Ça doit être, ça semble contre-intuitif parce que j'entends souvent, le changement peut venir du bottom-up. Qu'est-ce qu'on voit dans les projets de succès de l'IA, c'est que le changement est impulsé par la haute direction. Doit être présent dans le C-suite. C'est certain. Il doit aussi se travailler avec les équipes et ça peut venir du bottom aussi. Mais si le support et si cette direction est pas présente dans la haute direction, c'est très difficile et c'est très rare qu'on va avoir des cas de succès. La confiance doit être construite. Il faut pas le prendre pour acquis. Les gens jouent tout seuls avec l'IA. Ils ont beaucoup de croyances sur ce sujet. Puis il faut vraiment concentrer sur les cas d'usage concrets. Puis, une solution unique ne convient pas à tous. Il faut vraiment prendre le pas de recul puis de regarder qu'est-ce que j'ai besoin pour mon organisation. 3 actions que vous pouvez prendre dès maintenant. La première que je vous conseille, éduquez-vous. Va à la recherche de l'information, sors de votre quotidien à tous les semaines, va faire de la lecture, discute avec des gens dans l'industrie. Cogne à ma porte, ça va me faire plaisir. C'est un de mes sujets préférés dans jaser. Il faut m'arrêter, comme vous pouvez voir, je dépasse légèrement mon temps, alors il faut m'arrêter parce que je pourrais en jaser très longuement. Mais ça change tellement vite. C'est quelque chose qu'il faut être intentionnel. Puis je vous conseille, sors de qu'est-ce qu'on voit dans notre marché ici, regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ça va être important, ça. La deuxième, c'est commencer maintenant. Faut pas attendre. Attendre, c'est le piège, puis ça va nous mettre dans le trouble. Le retard, la question qui va arriver, est-ce qu'on serait même capable de récupérer le retard si on attend trop longtemps? Puis, il faut, prochaine action à prendre dès maintenant, animer la réflexion stratégique. C'est ça, le futur se construit maintenant. Alors, il faut partir dès maintenant et se lancer dans ces discussions, dans ces idéations.
Comment on peut, dans le fond, vous supporter là-dedans? Bien, va faire vos recherches en ligne, ça c'est certain, mais si vous voulez continuer la conversation avec moi, avec Guillaume, avec Prométhée, on a 2 événements qui s'en viennent prochainement. La première, c'est un déjeuner exécutif où est-ce qu'on va amener tout ce qu'on a jasé dans l'état du marché aujourd'hui, les questions importantes qu'il faut se poser, puis comment on va s'occuper de nos gens, notre responsabilité sociale qu'on a envers nos gens, nos équipes, nos organisations, la réflexion sur comment faire des choix de technologie. On a besoin de changer maintenant, mais dans 2 ans, est-ce que cette technologie va être même pertinent encore avec la vitesse que ça avance? Comment qu'on fait? On prend des décisions, puis on fait ces choix-là, puis les questions qu'on doit se poser. Ça va être un déjeuner full inspirant. Et le 7 octobre, un événement qui va se lancer ici, où est-ce que ça va être sur invitation. Alors, si vous avez un intérêt pour ces 2 événements, scannez le code QR, inscrivez-vous, puis on va vous contacter pour vous envoyer les invitations à ces deux activités. Une activité où est-ce que ça va être sur place en personne ici à Montréal avec des invités, des conférenciers, des technologies émergentes de haute gamme qu'on a vues ailleurs dans le monde qui vont être invités pour démontrer qu'est-ce qui est potentiel, qu'est-ce qui est possible, des ateliers d'immersion, expérimentation. On veut connecter les gens, on va vous aider à arriver à qu'est-ce qui est possible. Alors, ça va être un bel événement le 7 octobre ici à Montréal. Le local est en discussion en ce moment, mais c'est un espace full inspirant pour générer la créativité. Si vous voulez rester en contact avec moi, bien sûr, n'hésite pas à m'écrire sur LinkedIn. Écrivez-nous aussi sur la page de Prométhée, ça va me faire grand plaisir. Désolée d'avoir dépassé légèrement de notre 45 minutes ensemble, mais j'ai hâte de poursuivre cette conversation avec vous. Puis merci de votre présence et vos questions et commentaires aujourd'hui. C'est un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Bonne journée à tous.